Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Polémique autour de la proposition de loi Tchani qui vise à limiter la présidentielle aux Congolais des pères et des mères. Au Katanga, la tension monte. Plusieurs associations se liguent contre la dite loi. À Kinshasa, les avis sont partagés. Et d'ailleurs, la Senko s'est prononcée là-dessus. La Senko dit non à l'examen de cette loi au Parlement, selon Donatien Cholet. Cette loi va diviser le Congolais. Il a même rajouté que le sang de Mamadou Ndala est en train de crier contre cette loi-là. La proposition des lois Tchani alimente les débats politiques. Les Congolais de Kinshasa ont réagi sur l'importance ou non de cette loi. Certains soutiennent la proposition de loi Tchani. À mon avis, je trouve que la loi en question, de par son contenu, elle est bonne. Mais il se pose un problème d'opportunité. Est-ce que le moment actuel voudrait que nous puissions avoir cette loi dans notre pays par rapport aux enjeux, par rapport au climat politique actuel? Est-ce que cette loi est la bienvenue? En fait, c'est ça la question que nous devons nous poser. C'est bien de doter notre pays d'une loi pareille qui limite l'accès à certaines fonctions officielles uniquement aux Congolais nés de père et de mère. C'est une bonne chose. Ce qui m'intéresse pour que je puisse soutenir cette loi, pour que je puisse être candidat président de la République, il lui faudrait que je puisse être Congolais de père et de mère congolais. C'est ça qui me pousse à soutenir cette loi. Cette loi doit être améliorée parce que la RDC a besoin d'un changement, soutiennent les autres Congolais. C'est une loi qui risque de diviser les Congolais. Au moment où le chef de l'État nous appelle à la cohésion nationale, je pensais que c'était le moment que tout le monde se mette ensemble. Mais lorsqu'on veut encore exclure d'autres Congolais sur base de leur, couleur de peau ou bien de leur tribu ou de la langue qu'ils parlent, ça ne va pas unir les Congolais, mais ça va plus les diviser. Vous élisez un président loyal, 100% congolais, mais qui détruit le pays. Mais les 50% bâtit le pays plus haut. Vous comprenez? Ce n'est pas question de la loi de la Tchani, c'est la question de l'humain. Donc quant à moi, M. Tchani, au lieu de tirer quelqu'un, 100%, 10%, 30%, 20%, là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la personne que vous placez au pouvoir. Il pourrait être de 100% congolais, mais avec des agendas cachés, on ne va pas progresser. Moi, je pense que cette loi n'est pas la bienvenue parce qu'elle risque, comme tu l'as dit, de nous atomiser davantage, de nous disloquer davantage. Et ça risque de créer des guerres tribales et ça va encore engendrer la désunion des Congolais. La polémique sur cette loi s'amplifie. Les yeux des Congolais sont rivés désormais vers l'Assemblée nationale pour en connaître la décision. Katangaise et Katangé, la Fondation Katangaise, une suprastructure qui regroupe toutes les associations du Katanga, tient à faire cette déclaration. Quand le démon de la division hante encore les Congolais. Dommage, la loi Tchani, de son auteur inconscient et irresponsable, revient sur le tapis. Cette proposition de loi irréfléchie et fort contestée, qui n'avait pas rencontré l'assentiment du bureau de l'Assemblée nationale, fait de nouveau couler encre et salive. Tenez, en 2021, le bureau d'études de l'Assemblée nationale avait jugé cette fameuse loi d'inappropriée, car elle heurtait certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 10, 13 et 14. Par conséquent, le bureau d'études avait suggéré au bureau de l'Assemblée nationale de la déclarer irrecevable, chose qui était faite à la grande satisfaction des Congolais. Hélas, voilà qu'elle revient encore. Certes, le député Pouloulou, qui avait pris le relais de Tchani pour présenter cette loi controversée, n'est qu'un paravent. Les vrais tireurs de ficelles se cachent derrière lui. Ces tireurs de ficelles qui considèrent nos députés comme les moutons de Panurge, prêts à suivre leur fin diabolique. Au banquet de la corruption, l'or vaut plus que la foi, dit-on. À nos élus de ne pas composer avec l'extrémisme,
le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre qui ne feront que réveiller les démons de la division avec des conséquences fâcheuses. Katangaises et Katangais. Le courage et le réflexe de défense des êtres normalement équilibrés est un moyen de ne pas souffrir. Pour nous, tout Katangais né de sang Katangais est un enfant du Katanga. Donc un fils ou une fille à part entière de la République démocratique du Congo. Ces droits ne peuvent être remis en question ni être victimes d'une quelconque discrimination. De retour sur ce plateau, Louis-France Kouzikessa est l'invité de Takotak Magazine de ce soir. Il est journaliste, analyste et DG de CML13 Télévision. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Nous allons parler de la proposition de loi Tchani que vous venez de suivre des réactions. Et nous parlerons également de la situation sécuritaire précaire à Kouamout et puis la situation sécuritaire dans l'est du pays aussi. Louis-France Kouzikessa. Bonsoir, bienvenue dans Takotak Magazine. Comment allez-vous? J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Très bien, Madame Pochot. Pour une fois, la plupart des fois que je suis passé ici, les noms étaient massacrés. Pour cette fois-ci, vous vous êtes habitués. Je voudrais dire merci très sincèrement de l'invitation. Par la même occasion, profiter pour présenter mes hommages de mérite, de bravoure, de perspicacité à toutes les femmes congolaises qui, par moments, nous ont montré une autre dimension de combat. Vous savez, ces combats que nous menons pour notre peuple, s'il n'y a pas de femmes, ça ne peut pas aller. Rien, c'est la force. Déjà, c'est la femme qui prépare la bouffe, qui donne la force à l'homme pour aller mener ses combats pour le peuple. Aujourd'hui, je suis très honoré d'être reçu par pas n'importe quelle femme, une brave femme qui fait un grand travail, un travail exceptionnel pour notre profession. Ça me va droit au cœur. Je vous rends mes hommages les plus mérités. Alors, Louis-France, j'aurais appris que vous étiez dernièrement agressé. Hein? Oui, j'ai été agressé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des incidents qui sont... Vous étiez même injoignable, hein? J'ai tenté de vous appeler. Oui, j'ai repris le téléphone, j'ai racheté le téléphone. Bon, c'est une habitude nous amenée par l'UDPS, la famille politique de M. Félix Tshisekedi. Vous savez que le combat politique est un combat d'idées. Louis-France n'est pas celui qui est aussi agressif, je ne suis pas violent, mais moi j'estime à un homme de conviction que j'arrive à dire que Tshisekedi fait mal les choses. Et j'ai levé cette option depuis la prestation des serments jusqu'à ce jour. C'est une position qui est nourrie par mes convictions. Et donc, s'il y a certains qui estiment que ça ne les engage pas, la moindre des choses à faire, c'est de demander un débat contradictoire pour que nous puissions échanger sur l'ensemble d'aspects sur la gestion de notre pays. Ou encore, à la limite, vous avez les réseaux sociaux, chacun peut amener un débat à la place publique pour que nous discutions. J'ai été agressé, je n'ai pas voulu en faire une situation à vie. Ce qui était passé, j'en ai parlé une ou deux fois, les Takotak, une émission polémique, là il faut faire très attention. Pour une zone de turbulence, hein. Il n'y a pas une bonne manière de faire attention que de mener une lutte acharnée pour servir les idéaux du changement pour votre pays. Lorsque vous pensez que vous devez faire attention vis-à-vis des individus, vous arrêtez d'exister en tant qu'un homme de conviction. Moi, je ne recule pas vis-à-vis de mes positions. Je suis quelqu'un de très radical et mes positions sont les mêmes. Je les mènerai jusqu'au départ de M. Tshisekedi. De toute façon, la ligne rouge a été franchie. Je ne vois pas quelque chose qui puisse m'arrêter. Donc vous êtes l'opposant de Tshisekedi? Absolument, c'était prononcé depuis. Ah, d'accord. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. La loi Tchani, la proposition de loi Tchani qui fait polémique. Comme je venais de le dire tout à l'heure, vous avez suivi des réactions. Dites-moi un peu, cette loi a enfin été inscrite au calendrier de la session de mars. Comment le jugez-vous? Très bien. Avant de revenir, comme vous étiez en train de parler de mon émission Anticotac, Libre Opinion, j'aurais bien voulu qu'un jour, je reçoive le président de la République. Ah, d'accord. Ça, c'est ma demande. Et que le président de la République passe à mon plateau, qu'on vienne, que je lui pose des questions, que je pose à tous les Congolais sur sa gestion. Au moins, ça sera élégant de savoir si les choses marchent ou pas. Je reviens sur... non, il ne s'agit pas d'une proposition de loi Tchani, il s'agit ici d'une proposition de loi Félix Tshisekedi.
Comment ça, Félix Tshisekedi? Je vais vous démontrer. Noël Tchani. Je vais vous démontrer. Une loi a des dimensions. La loi a une dimension juridique. La loi a une dimension politico-sociologique. C'est-à-dire, pour qu'une loi soit appelée comme telle, elle subit d'abord la réglementation, elle subit la conformité, elle subit les conformismes juridiques. Ça veut dire quoi? Il existe déjà des lois antérieures auxquelles la proposition ou les projets de loi doivent se conformer. Dans les cas d'espèce, quand il s'agit du gouvernement comme du Parlement. Mais ici, le régime Félix Tshisekedi décide de mettre de côté les lois antérieures pour appliquer une loi qui viole les lois précédentes qui parlent de mêmes aspects des choses. Dans chaque dernière incise d'une loi, je l'ai dit comme juriste sérieux et crédible, pas comme M. Mbata, que dans la dernière incise de toutes les lois du monde, on parle des dispositions antérieures qui doivent être conformes aux lois antérieures au risque d'être abrogées. Ça signifie quoi? Ça signifie que, sous examen, toute personne intelligente, lorsqu'elle réfléchit sur une loi, parce que l'objectif d'une loi, c'est de résoudre, de réglementer la société, résoudre les problèmes dans la société. Aussitôt que les problèmes sont constatés, les problèmes sont examinés, ces problèmes sont interrogés au regard des lois précédentes. Ici, je vous parle d'une loi qui existe, la loi portant nationalité ici en République démocratique du Congo, pour ne pas évoquer la Constitution. Il n'est pas question, je voudrais ici rappeler à l'intention de nos amis, de nos compatriotes, de l'UDPS, de l'Union sacrée, qui sont généralement en déphasage avec les systèmes cognitifs des choses. Quand on parle d'une loi sur la nationalité, quand on parle d'un Congolais d'origine ne signifie pas Congolais de père et de mère. D'abord, sur le plan du droit, le concept congolais de père et de mère n'a pas son fondement. On parle d'un Congolais d'origine et la loi spécifie à quel moment et dans quelle dimension un Congolais peut être appelé Congolais d'origine. On peut être Congolais lorsque, vous êtes né de père et de mère, ou des pères, ou des mères, ou des pères, ou l'un des parents sont Congolais, ou est Congolais, je voulais dire. Vous pouvez vous appeler Congolais, ce qu'on appelle la filiation. Vous êtes Congolais par filiation. C'est-à-dire, Madame Pocho, je prends un exemple, M. Kouzikessa, ou quiconque pouvait être d'un père étranger, d'une mère congolaise, est Congolais. Vous pouvez être Congolais par le fait d'être né sur le sol congolais. Parce que nous sommes ratificateurs de plusieurs bases juridiques internationales qui consacrent, qui combattent la patridie. La patridie ici est définie en droit international comme l'inexistentialité d'un individu à une nation, à une nationalité. Parce que la nationalité, c'est le lien entre un humain, un individu et un État. Oui. Il n'existe pas un Congolais qui n'a pas d'État. Parce que chaque Congolais est né de deux individus qui devraient en principe appartenir à un État. Mais lorsque quelqu'un vous dit qu'il n'a pas d'État, c'est qu'il doit être un animal. Et même donc, par absurde, un animal doit être né sur un sol. C'est comme ça que les instruments juridiques internationaux ont regardé pour éviter la question d'apatridie, parce que le droit international aujourd'hui est un droit qui est consacré essentiellement sur le droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est aussi la nationalité. Attribuer la nationalité à quelqu'un est une question de droit de l'homme. Mais priver à quelqu'un la nationalité est aussi violation des droits de l'homme. Pourtant, le droit de l'homme, M. Tshisekedi nous a dit qu'il consacre son mandat au droit de l'homme. Ça, je suis dans l'aspect juridique des choses. Je revenais sur l'aspect politique. Vous pouvez être Congolais parce que vous avez été né dans un Antonov d'avion, dans un espace avion appartenant à l'État congolais. Vous pouvez être Congolais aussi par l'acquisition. L'acquisition ici, c'est quoi? Lorsque vous parlez des États frères,
des nations sœurs. Ça signifie quoi? Ça signifie que les organisations internationales ont réglementé l'horizon régulateur de droit à régler la question de coopération entre États. C'est-à-dire que tous les États doivent vivre dans le conformisme juridique international. C'est-à-dire nous coopérons. Ce qu'on appelle coopération bilatérale, multilatérale, de coopération sectorielle. Et donc, moi je peux décider de devenir américain comme M. Noël Tchani l'a décidé. C'est comme un Américain peut décider de devenir Congolais. Personne sur le plan du droit international ne peut interdire à quelqu'un de choisir une nationalité, pourvu que cette nationalité soit assumée comme telle. Mais la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est ce que je dis. Lorsqu'un Américain choisit de venir au Congo, de choisir le Congo comme sa nation, il appartient à une nationalité congolaise. Il arrête, il cesse d'être américain. Peu importe sa race, peu importe sa peau. D'accord. Donc, de la même manière que M. Noël Tchani a demandé la nationalité américaine, de la même manière qu'un Américain peut demander la nationalité congolaise. Ce n'est pas de la magie. Mais je trouve incohérent que les Congolais cherchent d'autres nationalités ailleurs, mais que d'autres personnes des autres États ne cherchent pas la nationalité congolaise. C'est déjà ce que nous appelons l'analphabétisme juridique international. Quiconque soutient cette loi, désormais est analphabète. Pourquoi? Parce que si vous regardez le nombre de Congolais qui ont des nationalités étrangères, ils sont nombreux. Ils sont partout, à la présidence. Ils ont arrêté d'être Congolais. Même le président Tshisekedi aujourd'hui a une nationalité douteuse. Ah bon? Au regard de sa propre communication à lui. Qu'à cela ne tienne, je vais revenir sur ça. Donc, sur le plan du droit, le droit international a laissé les ouvertures à chacun de vivre où il veut. Parce que l'origine du droit international, c'est le droit interne. L'origine de la communauté internationale, je suis en train de terminer par là, ce sont les États. Et comme tout Congolais, tout Bandundois, tout Katangé, tout Moulouba doit vivre dans toute l'étendue du Congo où il veut, et comme tout Congolais doit vivre où il veut, tout Américain doit vivre où il veut. Si vous voulez avoir l'idée générale de la fonctionnalité juridique des États, il faut avoir l'idée sur le fonctionnement de l'État en interne. Donc, interdire à un Américain d'obtenir une nationalité congolaise, c'est interdire à un Katangé d'aller vivre comme quelqu'un du Bandundu. C'est interdire à quelqu'un du Bandundu d'aller vivre au Kasaï. Donc, ce racisme est appelé au niveau national le tribalisme. Donc, l'origine du racisme, c'est le tribalisme. Lorsque vous êtes tribal, au niveau international, vous devenez raciste. Mais quand vous êtes raciste, au niveau national, vous devenez tribaliste. Mais je reviens sur le plan politique. Ça, c'était sur le plan de droit. De droit, oui. Rapidement. Sur le plan politique. Oui. Chaque loi a un enjeu. L'enjeu en géopolitique est défini comme tout ce qu'on gagne et qu'on perd dans un challenge, dans une adversité, dans un enjeu, dans un système. Qu'est-ce que l'on gagne derrière la loi si elle passait sur la nationalité? C'est parce qu'on sait, on a mesuré l'impopularité de M. Félix Tshisekedi, on a mesuré le bilan chaotique et négatif du régime en place et on a estimé que l'adversité politique au niveau de la démocratisation systémique des élections sera impossible. La moindre des choses, c'est de bloquer la machine pour qu'on ait un seul candidat qui soit favorable. Mais pourvu, sans le savoir que la loi vise la personne la plus principale, c'est M. Félix Tshisekedi. Parce que si cette loi passe, le président Tshisekedi arrêtera d'être candidat président. Comment ça? Parce qu'il a une nationalité angolaise, selon lui. Il n'a pas... Non, mais je suis en train de vous donner les effets politico-juridiques de la fameuse proposition de loi. Vous savez, le droit a ce qu'on appelle les conséquences rétroactives. C'est-à-dire, vous pouvez aujourd'hui vous imposer une loi, si vous ne l'interrogez pas très bien, elle peut se retourner contre vous-même. Donc, si, prenez un cas, aujourd'hui, quel est ce candidat phare? Vous prenez Félix Tshisekedi et Martin Fayulu dans une course électorale, élection aujourd'hui, qui passe? Vous prenez Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi dans une course aujourd'hui, qui passe? Vous prenez Félix Tshisekedi avec Pascal Nyembo dans une course électorale, qui passe? Mais vous prenez Félix Tshisekedi, même avec le dernier peuple de chez moi dans le Paï Congé, là, pour ne pas citer les acteurs qui se sont présentés comme candidats.
qui passe. Parce que ne passe pas qui veut, qui passe aux élections. Vous savez, dans l'histoire, moi je suis dans la recherche du droit international, je suis dans la recherche de la géopolitique. La situation la plus complexe dans l'histoire politique africaine, c'est présenter un bilan de la gestion d'un régime sortant. Toutes les élections en Afrique, toutes les courses électorales en Afrique ont comme conséquence la tricherie électorale. Pourquoi? Parce qu'il est difficile d'avoir un bilan par un président nègre. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que chez nous, quand quelqu'un est président, la première des choses, c'est mettre des Rolex. Nègre, quand même, c'est trop fort, hein? Non, noir signifie nègre. Les nègres sont en Afrique, ce n'est pas une insulte. Moi, je suis nègre. Celui qui trouve insulte, il le veut autant. Donc, quand quelqu'un est président de la République, la première des choses qui change, c'est sa peau. Il a un dermatologue, il a un habilleur, il a un conducteur, ça peut lui prendre 2 ans d'abord pour organiser sa vie. Et ça lui prendra encore 100 ans pour organiser la vie des autres. Et là, il est en retard. Voilà pourquoi la proposition de loi, moi je suis d'accord que cette proposition de loi passe. Ça va nous faciliter la tâche pour ne pas mener un grand combat sur le départ du président Tshisekedi. Je dis ceci. Je suis d'accord que cette loi passe. Ça va nous faciliter la tâche de ne pas avoir... Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un cas le plus cohérent. On dit, et Congolais, on identifie les étrangers qui parlent la peau. Mais comment tu sauras si quelqu'un est noir, mais il est burundais, vivant ici au Congo? Comment on peut l'identifier à travers la proposition de la fameuse loi? Comment on peut savoir aujourd'hui que tel est burundais, tel est sénégalais, tel est ougandais, tel est béninois, tel... C'est lui qui n'est pas d'une peau métissée. Comment on le saura? Quel est le baromètre des Tchèques? Ça n'existe pas. Donc c'est une loi qui est en pleine construction, sans mesurer les conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan politique. Mais moi, je suis d'accord parce que ça va nous faciliter la tâche au jour où cette loi la passe. Le président Tshisekedi est mis de côté parce qu'il sera frappé par la même loi dont il est initiateur. Et ça va nous aider à ne pas mener un combat de sueur. Vous estimez que cette loi vise à écarter des candidats à la présidentielle, mais personne n'est éternel au pouvoir. Peut-être les bienfaits de cette loi seront constatés. Chacun organise la loi pendant son règne. La loi a une dimension politique de protectionnisme individuel en Afrique. Toute loi, quand vous regardez les pouvoirs très agités autour d'une loi, ça protège le président. Ça sécurise le président. Ça organise la vie du président. Ça accorde certains avantages au président et à sa famille. Mais quand vous regardez une loi bloquée, moi j'ai fait une proposition de loi portant éthique et déontologie politique en RDC, où j'ai rappelé un certain bon nombre de critères pour être président de la République, entre autres les niveaux d'études, entre autres l'expérience, entre autres la réputation politique. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est bloqué. Pourtant... il y a plusieurs propositions de loi. Mais pourquoi ça devrait être avantagé, privilégié? Pourquoi? Pourquoi ça devrait subir un certain nombre d'avantages et de privilèges? Peut-être par rapport à la situation sécuritaire actuelle du pays. Hein. Vous soutenez, vous dites que non, vous voulez que cette loi passe, mais je sais qu'au fond, vous ne soutenez pas cette loi. Mais la situation actuelle du pays semble donner raison plutôt à l'initiateur de cette loi, qui est des troubles partout. Bon, est-ce que les Koulouna sont opérés les Koulouna aujourd'hui soutenus par les étrangers, par les Américains, par les Rwandais? Dis-moi les Rwandais qui opèrent sous casquette de Koulouna ici. Sont où? Dis-moi les Rwandais qui opèrent sous casquette de Kwamutu. Parlons un peu de Kwamutu, la situation. On va en arriver. Si vous dites qu'à l'Est, vous voulez épargner Kwamutu, le Congo. c'est pas loin de Kinshasa. J'en arrive. Si vous dites que son nom du nationalisme exagéré, que vous voulez avoir les Noirs, parce que c'est ça il faut présenter, c'est pas la nationalité, les Noirs à la tête du pays, mais nous avons un Noir à la tête du pays qui est incapable de maîtriser les Koulouna. Il est comme ministère intérieur, un Moutete là ici, Asselo vient de quitter. Il a mis un Kazadi, notre frère, il vient du Kasaï. Qu'est-ce qui a changé avec les Koulouna? Il a comme gouverneur un incompétent Ichunda là chez moi là-bas au Kwilu.
un incompétent qui ne sait ni lire, ni écrire son propre nom. Le gouverneur, Gentili Ngobila. Non, non, j'ai dit du Kwilu là-bas. Itundala, il s'appelle Willy Itundala. Bon, même Ngobila, on ne va pas aller loin, je vais vous faciliter la tâche. Même Ngobila, c'est quelqu'un de Maïndombe. Est-ce que vous pouvez me retracer les bilans de la ville de Kinshasa? Ça, c'est géré par les Congolais. Mais moi, j'ai quand même fait un tour à Lubumbashi. Excusez-moi de le dire, moi je n'ai jamais été katumbiste. Mais je suis arrivé dans la ville de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi est mieux, est belle, est bien battue de très loin que Kinshasa. Je suis arrivé dans la ville de Lubumbashi, je me suis dit... Vous êtes arrivé à l'époque où Moïse Katumbi était gouverneur? Non, pas très très loin. Je dis, ça c'est une très belle ville. Moi je peux vivre à Lubumbashi. Je peux vivre à Lubumbashi. Je peux décider d'aller vivre avec mes enfants à Lubumbashi. Je me centrerai dans une ville. Mais vous avez une ville qui a été gérée depuis. Prenons Kinshasa, prenons Kikwit. Vous avez déjà été à Kikwit? Oui, une fois, oui. C'est chez moi. J'ai honte. J'ai honte quand j'arrive chez moi à Kikwit. J'ai honte. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de construction. C'est comme une ferme. Mais depuis la création de la province du Kwilu, c'est géré par les 10 fils du Kwilu de la République démocratique du Congo. Donc bref, vous avez à la tête du pays, entre guillemets, un noir. Parce que vous voulez exclure le métis. Mais vous avez un noir à la tête du pays. Regardez seulement à l'entrée du siège de l'IDPS son parti. Vous allez voir que l'organisation devrait commencer là. Donc, vous savez les gens, quand il y a un problème du niveau d'instruction académique, vous savez quand vous travaillez dans un milieu où vous savez que vous êtes très incompétent, votre élément, votre dénominateur, votre bras séclier, c'est le tribalisme, c'est le régionalisme, c'est le racisme pour vous confirmer en tant que tel. Vous savez, il y a des gens qui sont à la présidence aujourd'hui. Sans le tribalisme, ils ne peuvent pas être nommés comme conseiller du président. N'ayant ni niveau d'instruction académique, n'ayant ni capacité de gestion, n'ayant ni expérience, ni instruction. Mais il est bombardé conseiller principal. Il s'appelle qui? Kazadi, Kalala, Chimanga. Vous pensez que quelqu'un de comme ça, s'il s'appelait Kouzike, ça il serait à la présidence? Non. C'est ça, les gens. Donc, quand on pense qu'on a tellement de limites, on se fonde sur un seul élément, sur le tribalisme. C'est le tribalisme que nous combattons. Donc, ce n'est pas par rapport à la situation sécuritaire. Ça n'a rien à voir. N'y a-t-il pas des données sécuritaires auxquelles vous n'accédez pas, auxquelles nous n'accédons pas, données qui obligent l'État à protéger les pays à travers cette loi? D'abord, l'État ne protège pas les pays à travers les lois. En fait, le problème, c'est que vous ne pouvez pas gérer les pays si vous n'aviez pas passé 4 heures dans les études sur l'organisation d'un État. Donc, vous n'avez jamais étudié l'organisation de l'État, mais vous gérez l'État. Vous aurez beaucoup de lacunes. C'est comme ça que cette loi, je l'encouragerais si elle avait défini les critères pour être président de la République, entre autres les critères sur le cerveau. Ce n'est pas sur la chair. L'homme, ce n'est pas la chair, l'homme, c'est le cerveau. Donc, selon vous, ce n'est pas seulement un Congolais 100% qui peut protéger ces pays. Un Congolais conformément aux lois qui existent déjà, les lois antérieures. Et moi-même, je suis d'accord qu'un jour, qu'on prenne un Américain devenir président de la République au Congo. Un Américain qui n'a pas de nationalité congolaise. Nous diriger un peu, pour voir ce que ça va donner. Mais on a déjà été dirigé par les Belges, hein? Si on doit comparer les Belges et les Congolais. Mais regardez les constructions que les Belges ont avant l'indépendance et après l'indépendance. Moi, j'ai étudié au petit séminaire de Kinzambi. Pour ceux qui connaissent Kinzambi, c'est une construction belge. Depuis des années. En tout cas, au niveau scolaire, le parcours, c'était les écoles catholiques, tout ça. Vous regardez ce que les Belges ont construit. Allez voir dans les communes où les Belges ont construit. Matete, Bandal. Vous voyez des constructions. Mais dites-moi seulement une seule école que le président Tshisekedi a construit à la tête du pays, en tant que nègre, en tant qu'un homme noir, qui n'a pas une peau blanche. Une seule école. C'est là mon problème, mon péché à moi, parce que quand je reçois les gens, je pose la question, le président a construit combien d'écoles? Combien d'hôpitaux? C'est là le débat. Tu penses que si on a un Congolais à la tête du pays, les Congolais mangent à sa faim, boivent à sa faim. Les Congolais vont à l'école, il y a une gratuité effective.
Il y a une gratuité de soins de santé depuis qu'on a promis la gratuité de fin de santé déjà, de soins de santé. On est à la fin du mandat. Est-ce que ces Congolais pouvaient se préoccuper? Est-ce que vous savez que les Belges, les Français, les Américains ne se préoccupent pas du gouvernement de leur pays? Non. Ils ne savent même pas qui est qui. Parce qu'il y a un minimum de vie qui est réuni. Mais quand les Congolais commencent à se préoccuper de la gestion du pays, parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est la gestion du pays. Le problème n'est pas la race, n'est pas la beauté, n'est pas la sécurité. Non, la sécurité, quand vous parlez, parce qu'il y a des secteurs. Si on doit parler de la situation sécurité par rapport aux infiltrés, tout ça, vous voyez un peu... Il n'y a pas d'infiltrés. Il n'y a pas d'infiltrés. Il n'y a pas d'infiltrés au Congo. Il n'y a pas d'infiltrés. Il existe des Rwandais qui sont très identifiés, qui travaillent dans les institutions de la République, mais qui sont incapables de faire partie. Ces Rwandais-là, n'est-ce pas des Congolais des pères et des mères? Là, vous me donnez raison. Si je commence à vous citer les noms ici des gens qui sont au gouvernement, il y a des noms que vous n'entendrez jamais de notre pays. Mais nommés par l'ordonnance présidentielle de quelqu'un qui combat le racisme ou l'infiltration. Donc cette loi vise Moïse Katumbi? Non, non seulement Moïse Katumbi. Cette loi présente un certain nombre de craintes et de peurs vis-à-vis du bilan du président Tshisekedi, sachant qu'il est impopulaire. Les Congolais sont en train de le vomir tous les jours. Il y a les gens qui ne savent pas lui dire la vérité. Vous savez, dans ces mondes, s'il y a 2, 3, 4, 5, 8 France, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui changeront automatiquement. Moi, je suis capable de dire au président, monsieur le président, je suis votre conseiller, à la lire où vont les choses, nous sommes obligés de ne faire qu'un seul mandat, parce que nous n'étions pas en mesure de donner au peuple congolais ce qu'il attendait. Ça, c'est en dehors de l'argent, c'est la dignité, c'est l'honneur, c'est la grandeur. Mais ça, il n'y en a pas. Ici, il y a des gens qui viennent, président, béton, 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 béton. On l'induit en erreur. Regardez, la sécurité. Est-ce que pour sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo, vous avez besoin d'une loi? Est-ce que vous avez besoin d'une loi? Oui. Parce qu'au-delà des lois nationales, il y a des conventions au niveau international, des bases juridiques internationales, qui consacrent le principe d'intangibilité des frontières. L'État doit être sécurisé par l'État lui-même. Son étendue est sécurisée par l'État. Mais qu'est-ce que cette loi pourra faire s'il y a des Congolais qui ont des fins, si certaines frontières du Congo sont ouvertes? Qu'est-ce que cette loi fera? Pour un Kagame, pour un Rwandais qui doit quitter du Congo à la RDC. Il y a un seul problème. Monsieur Tshisekedi n'a qu'un seul problème. Madame, je termine par là. C'est l'organisation de l'État. Vous posez la question, c'est quoi la politique du président sur le plan sécuritaire? La politique sécuritaire du président. C'est quoi sa politique? Moi, j'ai rédigé un projet de gouvernance qui existe. J'ai dit, quand je deviendrai président, voici ce que je ferai, voici ce que... Je ne crois même pas que le programme présenté par le président a été conçu par lui-même. Non, je ne crois même pas qu'il l'a lu. Parce que s'il l'avait lu, il l'aurait appliqué. Il l'appliquerait. Ce projet de gouvernance prévoit quoi sur le plan sécuritaire? Il y a une politique de gouvernance que le gouvernement doit appliquer venue du président. Nous sommes toujours sous l'état des sièges, hein? Parce que c'est juste c'est ça la politique. Il n'y a pas prorogation, il n'y a pas... D'abord, l'état de siège n'est pas une politique. L'état de siège, c'est une action gouvernementale. Et cette action-là est constitutionnelle. La Constitution dit que pendant l'état de siège, on ne peut pas modifier la Constitution, on ne peut pas toucher l'article 219. Mais l'état de siège... L'état de siège, l'état de guerre, tout ça. Non. Il y a certaines matières. Cette zone-là est une zone rouge qui est frappée d'état de siège. Mais l'état de siège doit être évalué. L'état de siège est renouvelable, n'est pas à vie. Donc, tout dépend de l'appréciation du législateur de regarder en face de lui les effets et les conséquences de l'état de siège. Mais l'état de siège peut être arrêté à tout moment. Arrêté à tout moment. Mais si l'état de siège n'est pas arrêté, pourquoi? Parce que derrière l'état de siège, les gens s'enrichissent. Il y a l'enrichissement illicite sans cause derrière l'état de siège. Et on ne peut pas l'arrêter. Parce qu'il y a des millions qui vont, que les militaires ne voient pas. Nous chutons déjà. Que les militaires ne voient pas, mais seuls les politiques bouffent tous les jours. Vous parlez de quel état de siège? Vous savez, nous sommes arrivés à combien de millions de morts aujourd'hui?
L'état de siège devrait nous aider à comprendre avant l'état de siège. Les taux de mortalité étaient combien et d'être combien. Après l'état de siège, l'état de rapidement, nous allons finir. Selon vous, c'est quoi la solution par rapport à la situation sécuritaire? La solution n'est que la seule. À Kwamouth, les gens, dernièrement, on a tué des marins. Hein, il n'y a qu'une seule solution. À Maloukou ici. Donc, il n'y a qu'une seule solution, la plus limpide, comme l'eau des roches, c'est qu'il faut changer le président de la République. Je voulais vous choquer, madame. Vous pensez que si on changeait le président de la République... Dans le monde, seul le président a le pouvoir de changer un État. Ni le gouvernement, ni le Parlement, ni les cours et tribunaux, ni les militants, ni qui que ce soit n'a le pouvoir de changer parce que toute chose concourt à la volonté politique du président de la République et à la compétence institutionnelle. Donc, si un président n'est pas en mesure de changer un pays, il n'y a pas une autre solution que de les bouger par des mécanismes constitutionnels établis, trouver quelqu'un de plus compétent, le remplacer pour évaluer. À tout moment qu'on trouve que celui-là est incompétent, on peut alterner et trouver quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on arrivera à avoir un Mao, on arrivera à trouver selon vous, c'est le président qui pose un Martin Luther King, un Kadhafi, mon maître de Burkina Faso, Thomas Sankara, pour que le Congo s'inscrive dans l'histoire politique internationale. Mais tout ce que vous voyez ici, ce sont des agitations. Laissez les gens bouffer l'argent, laissez les gens s'enrichir. Gouvernement Samadé, votre mot de la fin, comment avez-vous trouvé les castings? Non, vous savez, je l'ai dit, on ne peut pas prendre une arme, votre arme à vous, donner à un criminel pour vous la garder. Vous ne pouvez pas prendre votre argent, donner à un voleur pour vous le garder. Ça veut Parce dire... que vous préparez votre propre cadavre. Ah bon? Donc, merci. Ici, il ne s'agit pas de... M. Tshisekedi parlait jusqu'au gouvernement 100 à 50. Si lui-même n'est pas en mesure de changer le Congo, rien ne changera. Les Congolais ne peuvent rien attendre pourvu que l'impulsion du changement vienne de lui. C'est lui le problème. Ah, c'est lui qui doit ouvrir son cœur. Non, ce n'est pas le cœur. C'est lui qui doit être compétent. S'il n'est pas compétent, qu'on trouve un Congolais de plus compétent à sa place, on va le remplacer et le pays va décoller. Vous verrez que de temps en temps, il sera. C'est notre frère. Il va rester à la 10e rue. Il a un bureau là-bas. On ira les voir de temps en temps, les saluer. Et nous avons besoin qu'il continue à vivre. Moi, j'ai pris pour lui. Que Dieu les garde. Mais c'est en dehors du pouvoir institutionnel. Nous sommes heureux de le voir. Merci beaucoup. Ça sera tout. En tout cas, merci d'être venu. Merci, madame. Ça sera là votre mot de la fin. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.